Merci beaucoup Jean-Joseph pour cette présentation très claire. Je vous propose d'entamer l'échange, la conversation, pour donner un petit peu de lumière dans la salle. Et pour faciliter cet échange, je pense qu'on va prendre quelques petites règles extrêmement simples. Si vous souhaitez poser une question, vous levez juste la main, je vais vous repérer. Un micro qui est ici va circuler, promené par Tarek. Vous posez votre question et puis on échange tout simplement. On va démarrer avec monsieur. Première question, elle est pour vous. Oui, merci. D'accord. Vous demandez, non. Allez-y. Ouais, le micro. Quel honneur de commencer ce débat. Donc, dans le cadre de ce scénario catastrophe que vous nous proposez, je voulais savoir quel impact vous avez quand vous allez proposer ce même débat, cette même information auprès de nos décideurs politiques, tels que nos sénateurs, nos députés, notre gouvernement, ou bien auprès de décideurs encore à un niveau supérieur, tels que, je pense à Bruxelles, au commissaire de l'Union européenne. Et puis, d'autre part, je pense qu'il y a un problème transgénération là-dedans, parce qu'en fait, on s'aperçoit que la catastrophe que vous nous signalez tout à fait à droite de votre tableau-là, ça concerne 2060-2070, et la plupart des gens de cette salle ne sont plus là. Non, il y a quelques jeunes. Non, c'est vrai, vous avez raison de dire que c'est avant tout un problème transgénérationnel. C'est vrai, c'est ça, je crois que c'est une des principales difficultés qu'on a, c'est d'essayer de transmettre cette idée que ce qu'on fait aujourd'hui a effectivement de l'influence. Disons d'abord de faire comprendre que quand on parle de changement climatique, beaucoup de gens pensent que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pas du tout ça. Bien sûr, il y a changement climatique, mais quand on parle d'un changement climatique de 4-5 degrés, c'est un monde complètement différent. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc, c'est difficile à faire comprendre. Mais vous l'avez dit, ce dont on parle, c'est rien n'est fait, même les 3 degrés, si on reste avec l'accord de Paris tel qu'il est actuellement, eh bien, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc, on ne parle plus de génération future, il y a quand même quelques-uns, c'est sympa d'être là, mais c'est pour ça que je crois que c'est égoïste de la part de nos générations de ne pas le prendre en compte. Donc ensuite, oui, alors est-ce qu'il y a une écoute? Alors, c'est ça qui est terrible, parce que alors, moi je suis scientifique, donc chercheur, je continue toujours un peu, mais bon. Alors, on a le sentiment que ce que l'on dit, disons, à l'écoute des politiques. Quand on regarde l'accord de Paris dans les textes, l'objectif de degrés, moi j'y adhère complètement, voire 1,5 degré. Ensuite, en France, c'est pareil. La difficulté, c'est pas tellement l'objectif. L'objectif, généralement, je suis en phase avec l'objectif, mais c'est le fait qu'on n'y arrive pas. Ensuite, en France, on a une loi sur la transition énergétique, un objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050, que Nicolas Hulot vient de porter à une neutralité carbone en 2050 comme objectif, disons, et ça, on ne peut qu'applaudir. C'est exactement ce qu'il faut faire. Alors en France, le problème, c'est que, disons, le monde agricole commence à s'y intéresser, il a un rôle important à jouer, très important à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il y a aussi des opportunités dans le monde agricole à saisir. C'est très clair, on peut en parler. Donc, mais, alors d'un côté, les lois, les décisions prises, les textes sont à peu près, disons, en phase avec les messages des scientifiques. De l'autre, vous avez raison, on est déjà en retard sur la loi de transition énergétique en France, on est en retard en Europe. Moi, on essaye d'alerter, Pierre Laroutourou, disons, au niveau européen. Là, je rencontre la semaine prochaine le vice-président climat de la Banque européenne d'investissement. Donc, oui, au niveau, moi-même, je suis beaucoup impliqué, disons, depuis Jacques Chirac auprès de nos présidents. Donc, voilà, mais oui, ils écoutent, ils connaissent le problème, mais malheureusement, les décisions sur le papier, ça marche bien, dans la réalité, beaucoup moins bien. C'est là le problème, et je crois que si on regarde bien, on est tous là un peu responsables, enfin disons, en tout cas responsables du fait que ça ne marche pas comme il serait souhaitable. Question. Madame, monsieur.
Bonsoir, monsieur. On vous écoute, madame. Posez votre question. Pouvez-vous évaluer l'épaisseur du permafrost qui dégage du méthane et les personnes habitant au pied de l'Himalaya craignent des éboulements de la montagne? Oui, c'est vraiment un des problèmes. Donc le permafrost, effectivement, disons, le permafrost, ce sont donc des sols gelés. Par exemple, en Sibérie, dans le sud de la Sibérie, les sols sont gelés et n'ont pas dégelé depuis le dernier maximum glaciaire sur des épaisseurs de quelques mètres. Au nord de la Sibérie, ça peut être 500 mètres d'épaisseur. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que les couches superficielles de ce permafrost fondent plus profondément l'été qu'elles ne fondaient. Et donc la matière organique qui était piégée dans cette couche qui ne fondait pas, jusque-là, eh bien, se décompose et peut former du méthane ou du gaz carbonique. Alors on pense en gros que, si on tient compte de ce phénomène, ça risque d'augmenter d'à peu près 10% l'augmentation de température. Disons, quand on parle de 3 degrés, c'est sans tenir compte du risque de permafrost, on irait plutôt vers 3 dixièmes de degrés supplémentaires. C'est loin d'être négligeable, mais la première cause, notre premier souci reste les émissions liées aux activités humaines. Alors pour l'Himalaya, vous avez raison, il y a un double problème dans les montagnes. Dans les montagnes, il y a un double problème, c'est que effectivement, il y a beaucoup d'endroits où il y a, disons, des lacs glaciaires qui sont retenus par des barrages de glace. Ça existe aussi en France. Et quand ces barrages de glace cèdent à cause du réchauffement, c'est une catastrophe dans les vallées qui est au-dessus. Ça, c'est-à-dire. Et il y a un autre point aussi disons en Suisse, ils sont très préoccupés, c'est que le réchauffement, il y a beaucoup de pans de montagne qui sont solides parce qu'ils ne dégèlent jamais. Alors, l'idée du permafrost, ils ne dégèlent pas l'été, mais maintenant, eh bien, ces pans de montagne qui dégèlent perdre toute leur solidité. Il y a des éboulements de terrain, et c'est vrai aussi en Himalaya, qui sont de véritables problèmes dans ces régions-là. Question. Oui. Quand les combustibles fossiles brûlent, ils dégagent donc les gaz à effet de serre, mais que représente la proportion de la chaleur due à la combustion? Est-ce qu'elle participe au réchauffement ou c'est complètement minoritaire? C'est complètement minoritaire, c'est moins de 1%. Non, c'est vraiment le fait, c'est pas les points chauds à l'espace de la planète. Bon, d'une certaine façon, c'est ce qu'on voit dans l'effet de chaleur urbain, quand même. Mais bon, vous voyez, c'est localisé sur des métropoles. Question. Oui, bonsoir. Comment explique-t-on que les températures augmentent beaucoup plus au niveau des pôles? Oui, alors au niveau du pôle Nord, parce que c'est pas trop scientifique, mais il y a deux choses qui se passent ce qui se passe au niveau du pôle Nord, c'est que, disons, les surfaces enneigées et couvertes de glace sont des surfaces qui réfléchissent le rayonnement, et donc lorsqu'elles fondent, eh bien, on remplace des surfaces réfléchissantes par des surfaces absorbantes, soit de l'océan, quand c'est la glace de mer, soit sur le continent, quand il y a moins d'enneigement. Il y a 2 millions de kilomètres carrés enneigés, au moins 2 à 3 millions, il y a une cinquantaine d'années à la fin de l'hiver, on remplace par de la toundra. Et donc, dans l'Arctique, c'est une des composantes, une des contributions au fait que le réchauffement est plus important. Disons que la diminution des surfaces enneigées et englacées contribue à accentuer le réchauffement dans ces régions. Sur l'Antarctique, ce n'est pas le cas parce que il n'y a pas de continent comme cela, c'est complètement englacé. C'est par rapport donc, à l'organisation, si vous voulez, du commerce international. Et donc, en fait, une partie des gaz à effet de serre sont produits par le transport des marchandises et dont on ne comprend pas bien le sens de ces transports de marchandises. Et est-ce qu'il y a eu des évaluations sur ce que représentent les transports de ces marchandises au niveau du monde et qu'est-ce que ça représente dans les émissions de serre et qui pourrait être évité si on organisait les choses bien sûr, il y a deux choses à la question. Le chiffre, d'ailleurs, transport aérien plus transport maritime, c'est 3% actuellement des émissions, en forte augmentation. Donc c'est de l'ordre de 3% des émissions. Le problème derrière, c'est que je pense, et je le dis très souvent, que
Les règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, sont complètement orthogonales vraiment à celles qu'il faut mettre en place. Effectivement, là, on voit bien derrière les mesures qu'il faudrait prendre, c'est plutôt une relocalisation des activités qu'une mondialisation. Il est clair que la mondialisation, la maximisation des échanges, qui est le credo de l'Organisation mondiale du commerce, n'est pas très compatible, elle n'est pas du tout compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, l'OMC pourrait prendre le taureau par les cornes, mais dans ces cas-là, ça serait à l'OMC de proposer de donner un prix au carbone. Si l'OMC faisait ça, donc on pourrait commencer à avancer, mais elle s'y refuse évidemment. Donc effectivement, tant qu'on n'aura pas en face l'OMC, c'était le rêve de Jacques Chirac en créant, il voulait créer l'OME, l'Organisation mondiale de l'environnement, tant qu'on n'aura pas en face l'OMC, une organisation qui a aussi des droits, mais aussi, enfin, qui a des droits mais des devoirs aussi, disons équivalents, qui puissent discuter d'égal à égal, ça sera très difficile de sortir de ce problème de réchauffement climatique. C'est un véritable problème. Question au fond. Bonsoir. Il est urgent d'agir. Du coup, pour chacun d'entre nous ici, quelles sont les initiatives individuelles que vous soutenez, dont on peut s'inspirer pour agir contre le réchauffement climatique? Oui, alors sur cette question, moi, pour la France, j'aime bien redonner les chiffres qui sont des choses qui vous... Donc, quand on regarde la façon dont on se déplace en France, la façon dont on se comporte chez soi, le chauffage, l'électricité, dans toutes les formes, appareils électroménagers, électroniques, et l'alimentation, ça représente largement plus de la moitié des émissions, plutôt autour de 60%. Donc ça veut dire que, disons, à chaque fois qu'on décide d'avoir une grosse voiture ou une voiture moins disons, ou de prendre le train ou une voiture qui émet moins, à chaque fois qu'on décide, quand on prend une décision d'isoler sa maison, quand on prend une décision peut-être de manger moins de viande, ou en tout cas de faire attention, disons, aux déchets, au gaspillage alimentaire, c'est la moindre des choses, eh bien, on fait un geste en faveur de l'effet de serre. Donc ce sont quand même disons, sur une bonne moitié des émissions, je dirais que par une décision de tous les jours, soit d'investissement, soit généralement, on peut quand même y contribuer. C'est vrai souvent pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai certainement dans sa vie privée, dans la vie de tous les jours, c'est vrai pour beaucoup d'entre nous dans notre vie professionnelle. Moi j'aime bien Alain qu'on invite à parler de climat, donc voilà, au moins ça c'est... Voilà, donc il le fait. C'est pas du tout pour... C'est pas le problème, mais je veux dire, chacun a son rôle, les médias ont leur rôle, tout le monde ici... Moi, ici, on a un territoire agricole, je pense que le monde agricole doit prendre, disons, doit justement prendre aussi ce problème à bras-le-corps. Dans le monde agricole a du mal à s'y intéresser. J'ai quand même eu, l'an dernier, juste avant qu'il décède, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec Xavier Belin à son invitation, et c'était la première fois vraiment qu'un leader de la FNSEA invitait un scientifique à venir discuter. Ça marque un changement d'état d'esprit. Xavier Belin n'est plus là, mais je veux dire par là, il y a un changement d'état d'esprit. Le monde agricole doit s'y investir. Il y a beaucoup à faire et aussi beaucoup à gagner. Il faut parler d'opportunités en termes de développement de renouvelables, de stockage du carbone. Quand on parle d'émissions négatives, c'est aussi les territoires qui y arriveront, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça qu'il faut mettre en œuvre. Question. Oui, alors sur l'agriculture, il y a effectivement le problème de la souveraineté alimentaire, mais je voudrais illustrer le débat sur ce qui a été dit sur la mondialisation. Ça se passe en Normandie. Aujourd'hui, il y a un accord commercial entre la Normandie et l'Iran. On en voit aujourd'hui, les premiers sont partis début octobre, 300 jeunes bovins par mois en avion, cargo. Donc sous effectivement, l'impulsion du président de région, Hervé Morin, la sénatrice, Madame Goulet, qui est sénatrice dans l'Orne, et ça va durer certainement pendant un certain temps. Et à côté de ça, ces personnes ne s'opposent pas effectivement aux accords commerciaux comme le CETA ou la négociation sur le Mercosur qui pourrait permettre d'importer 70 000 tonnes de viande sans droit. Donc voilà effectivement une illustration du commerce tel qu'il est. Vous aviez une question ou pas du tout? Non, je crois que ça contribue à la précédente remarque. Alors, plusieurs questions. Tarek, question ici et ici. Voilà. Tant que le micro arrive. Et voilà, on va revenir là. Voilà, première question, vous levez la main. Voilà. Alors, on commence là. Je voudrais revenir à un système un peu plus général.
les gaz à effet de serre sont essentiellement liés au développement humain, lui-même au progrès scientifique et technique. Est-ce qu'il faut pour ça, pour éviter une catastrophe climatique, revenir aux siècles obscurs? Non, c'est difficile. Peut-être effectivement que si on revenait au siècle, il y avait moins de problèmes parce que largement il y avait aussi moins d'un milliard d'habitants sur cette planète, donc les choses étaient différentes. Effectivement, quand on regarde les courbes d'augmentation d'effet de serre, c'est la révolution industrielle, c'est aussi le développement tel qu'on a connu. Non, je pense que, je redis que c'est techniquement possible. On pourrait très, enfin, disons, au niveau des renouvelables, à l'horizon 2050, les renouvelables sont vraiment à même de fournir au moins 50% de l'ensemble de l'énergie, hein, électricité, chaleur, mobilité, au niveau mondial. Donc il y a vraiment, disons, ça reste possible, mais c'est, je pense qu'on peut se développer donc, avec moins d'énergie, il faut de l'efficacité énergétique. Par exemple, quand on regarde la loi sur la transition énergétique, la loi TECV en France, il y a l'objectif de diviser par 2 notre consommation d'énergie à l'horizon 2050. Tout ça, ça reste possible, mais c'est vraiment un élan et c'est une solidarité internationale qui n'est pas là actuellement. Ça ne se fera. On voit bien le départ de Trump. La seule façon de réussir, c'est que tous les pays tirent dans le même sens et aillent dans le même sens. Et donc, c'est peut-être pas... Bon, oui, bien sûr, si on revenait à l'âge de pierre, ce serait... Mais c'est pas ce qu'on demande aux gens. On demande aux gens de changer de mode de développement, mais je redis pour les jeunes d'aujourd'hui que le mode de développement qui est celui qu'on appelle sobre en carbone est tout aussi attractif, que celui sur lequel nous nous sommes développés. Il demande beaucoup d'innovation technologique, mais aussi d'innovation sociétale, sociale, d'innovation dans les usages, il demande beaucoup d'inventivité, mais tout cela c'est plutôt, je dirais pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est plutôt enthousiasmant. Bon, il ne faut pas voir ça négativement, mais il faut le faire. Il ne faut pas en parler à un moment, il faut arrêter de... voilà, techniquement ça reste possible, mais c'est difficile, on voit bien, de faire marcher l'Afrique, la Chine, l'Europe, les États-Unis dans le même sens. Et la seule façon de réussir, c'est que tout le monde s'y mette à fond, maintenant, et pas dans 20 ans. Question suivante. On vous écoute, allez-y. Oui, je voulais savoir où elles étaient la recherche, parce qu'on a l'impression que depuis un certain temps, on nous parle des éoliennes, des photovoltaïques, des panneaux solaires, et puis ça s'est arrêté là. Or, il en faut énormément pour que ça sorte un peu d'électricité. La France, l'Europe, c'est pas des territoires très grands comme les États-Unis où on peut en mettre partout. On a l'impression que c'est figé et qu'il n'y a rien d'autre. Et est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres systèmes, que les chercheurs sont timides là-dessus et que... Voilà, est-ce qu'on ne peut pas miniaturiser? Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres systèmes? La géothermie. La géothermie, ça coûte horriblement cher. On a l'impression que c'est bloqué et qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Où on est la recherche. Donc, disons que les panneaux solaires, leur performance, leur coût a été divisé par 5 depuis une dizaine d'années, leur performance augmente. Si, il y a des progrès sur les panneaux solaires. Mais je ne pense pas qu'en France, on réussira à atteindre l'objectif d'ailleurs, on n'atteindra pas l'objectif de 23% de renouvelables à l'horizon 2020, et on n'atteindra pas celui de, je crois que c'est 35% en 2030, on ne les atteindra pas si on ne développe pas l'éolien. Alors, ça fait beaucoup d'éoliennes. Il faudrait 20 000 éoliennes en France, ça fait 200 par département. Donc, non, mais c'est pas non plus, je veux dire, mais à chaque fois qu'il y a... des projets éoliens, en France, il met 8 ans au moins à se mettre en place parce qu'il y a des recours. En Allemagne, c'est 3 ans. C'est ça la différence. C'est la raison pour laquelle, et on peut sans vouloir, par exemple, la raison pour laquelle Nicolas Hulot a été obligé de dire qu'on ne pouvait pas respecter les 50% d'électricité, c'est avant tout à cause du retard pris dans le renouvelable. Et quand on parle de retard pris dans le renouvelable en France, c'est avant tout le retard dans l'éolien. Il faut pas se mettre aussi bien dans l'éolien terrestre que dans l'éolien offshore. Donc il y a beaucoup de retard, et si on ne comble pas ce retard en France, on n'atteindra pas les objectifs de la loi sur la transition énergétique. Donc je pense, bien sûr, il faut développer le solaire, il faut développer au maximum la biomasse, il y a la méthanisation, disons, qui peut donner, mais sans éolien en France, je ne vois pas comment on atteindra l'objectif. Question. Et ensuite, au fond. Oui, bonsoir. Moi, je voulais poser une question simplement. Vous connaissez l'expression agir local, penser global.
Et je voudrais insister sur le fait qu'effectivement, nous sommes tous responsables. Alors, en matière de consommation, il y a des associations, des actions qui sont des consommateurs, et je crois que ça, c'est essentiel à rappeler. Je voudrais aussi dire qu'au niveau international, ce qui est le climat, c'est qu'en fait, tout est lié. Nous sommes dans un pays développé, mais il y a des pays en voie de développement qui sont les plus pollueurs. L'Inde, la Chine, l'Inde polluent beaucoup plus, donc il y a un problème de niveau de développement. Donc j'ai une question, c'est qu'au niveau des gens que vous rencontrez, est-ce qu'on ne discute pas d'une organisation mondiale du climat, justement, puisque c'est un phénomène humain, c'est un problème climatique. On est passé de l'Anthropocène et on va devoir passer à ce qu'on a appelé, il n'y a pas longtemps, l'écolocène. C'est-à-dire que chacun va être concerné effectivement par des économies d'énergie au quotidien, et vous l'avez rappelé de façon un petit peu implicite dans votre exposé, c'est-à-dire que ça comporte un changement de comportement, un changement de consommation, donc des changements culturels avec des changements économiques à la clé, et donc ça veut dire aussi de l'argent derrière, investir un euro. Et ça paraît essentiel. Donc c'est une question, c'est que oui, chacun doit agir. Donc effectivement, c'est l'intérêt de grandes conférences comme celle de Bonn, tous les pays sont présents. Et donc il y a ces discussions, elles sont vraiment, c'est aussi une des façons, me semble-t-il, ces grandes conférences dont certains se demandent de l'intérêt d'en faire une chaque année, mettre face à face ces pays en voie de développement autour des problèmes climatiques, de développement, d'aide au développement, tout est lié, d'éducation au réchauffement climatique, d'éducation à tout ça, mettre ces pays, quand on regarde l'accord de Paris, il y a des parties sur l'éducation, sur le développement, sur le commerce, sur le droit des femmes, sur de plus en plus, donc c'est vraiment un forum où il y a ces discussions. Le problème, c'est que on comprend très bien que les pays développés, il est clair que les pays développés sont les plus émetteurs, mais si les pays en voie de développement se développent sur le modèle, disons, combustible fossile, eh bien, on ira au-delà de 2 degrés. Donc il faut absolument, même s'ils ont moins émis, il faut absolument que le développement, et c'est possible pour l'Afrique par exemple, c'est tout à fait possible, ils ont vraiment des ressources en renouvelables, je dirais presque sans limite, mais si ces pays comme l'Afrique se développent sur un mode de développement combustible fossile, on ne respectera pas les 2 degrés. Donc, voilà. Moi, le vrai problème du réchauffement climatique, et ce qui est, disons, derrière votre question, c'est le réchauffement climatique, ça fait diminuer les endroits où il fait bon vivre. Et donc, on voit bien qu'au niveau planétaire, c'est pas la fin du monde, mais en gros, disons que les couches défavorisées des populations ou les pays pauvres, ils auront du mal à s'installer dans les endroits où il fait bon vivre. Alors, on peut comprendre. Et d'ailleurs, ça, c'est un des vrais problèmes, même pour les pays développés. Pour les pays développés, eh bien, c'est clair qu'on peut regarder aussi bien, disons, après Harvey aux États-Unis ou après, disons, à Saint-Martin, eh bien, ce sont les couches pauvres de la population qui auront le plus de mal à s'en remettre. Une des difficultés, c'est vraiment ce risque d'accroissement des inégalités, aussi bien entre pays riches et pays pauvres, qu'au sein des pays riches, d'ailleurs. Question au fond. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'OMC, et je pense que là, il y a une vraie démission du pouvoir politique. Quand on voit les grands messes comme la COP21 qui a eu chez nous, sensibiliser chacun d'entre nous, c'est nécessaire. Mais par contre, d'entrée, ils disent le commerce et la finance internationale, on ne va pas y toucher. Qui c'est qui peut y toucher si ce n'est pas les responsables politiques de tous les pays quand ils se réunissent comme ça? Il y a quand même une vraie démission du politique face à ça, quoi. Parce que l'OMC, le commerce, la finance, ils mettent en concurrence toutes les productions au niveau mondial, et à tous les coups, c'est le moins-disant au niveau environnemental, au niveau social qui l'emporte, quoi. Oui, alors l'accord de Paris a fait une avancée assez importante. La phrase que j'avais mise sur les transparents, rendre les flux financiers compatibles avec la lutte contre le réchauffement climatique, elle est inscrite dans l'accord de Paris. C'est la première fois qu'un accord climat, invite à vraiment un objectif par rapport aux activités du secteur financier. Et effectivement, il n'y a rien sur le commerce. Sur le secteur financier, ça commence à bouger, d'ailleurs. Beaucoup de financiers prennent ça au sérieux. Mais
Question. Voilà. Je passe le micro. Bonsoir. Oui, bonsoir. Là, c'est sur l'agriculture. On sait que le travail du sol, comme le labour par exemple, émet beaucoup de CO2 dans l'air. Et je voulais savoir quelle serait la part, si on ne touchait plus au travail au sol, quelle serait la quantité de CO2 qui serait émise en moins et l'impact sur le réchauffement climatique. Oui, c'est clair que, enfin bon, je ne sais pas s'il y a du sans labour ici, déjà, il y en a peut-être, si je m'en parler. Ah, il y en a, j'imagine. Oui, c'est quand même une bonne façon de faire. Je ne sais pas évaluer, évidemment. Après, le sans labour, oui, c'est... Moi, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais bon, évidemment, si tout le monde se mettait au sans labour, ça deviendrait quand même extrêmement, disons, visible. Il y a le sans labour, et puis il y a, disons, si possible, enfin, le projet 4 pour 1000, stocker plus de carbone dans les sols, est aussi une initiative intéressante, difficile à mettre en œuvre, mais je pense que c'est ce vers quoi il faut aller. Donc oui, la façon dont on s'occupe des sols est extrêmement importante. D'ailleurs, même en dehors du réchauffement climatique, je suis sûr que vous le savez bien, mais pour le réchauffement climatique également. Question. Je voudrais vous poser la question concernant la fibre, le numérique, l'Internet. Est-ce qu'on ne devrait pas ralentir un petit peu le mouvement? Oui, vous avez raison, on arrive à presque 10% de l'informatique et tout ce qui est lié, on arrive, là tu vas pas peut-être, je crois que c'est 10% de la consommation d'électricité mondiale, maintenant on n'est pas là, je ne crois pas me tromper. Et effectivement, c'est un vrai problème, et il y a beaucoup d'initiatives, par exemple, parce que ces centres de calcul et ces data centers, disons, émettent beaucoup de chaleur, donc il y a des initiatives pour récupérer la chaleur et tout ça, mais effectivement, il faut absolument faire des progrès dans ce domaine parce que c'est loin d'être négligeable la consommation d'électricité liée à tout ce qu'on fait chez soi, donc l'informatique. Oui, je crois que si Internet était un pays, ce serait le 4e consommateur d'énergie au monde. Donc évitez de mettre trop de monde en copie. Monsieur. Ma question, c'est plutôt une remarque. On parle toujours des énergies renouvelables. On parle pas du nucléaire, on parle de l'éolien et du solaire, mais on ne parle jamais de l'hydraulique. Et en France, on pourrait augmenter très sensiblement l'hydraulique. Oui, si, on peut parler bien sûr, en France, actuellement, la production d'électricité, c'est 80% nucléaire, à peu près 10% hydraulique. Enfin, moi, pour avoir discuté pas mal à EDF, les gens ne pensent pas qu'on puisse augmenter. Au niveau mondial, oui, il y a beaucoup de ressources hydrauliques, mais avec généralement des problèmes environnementaux à la clé quand vous faites des barrages. Mais en France, moi, j'ai quand même l'idée qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de potentiel supplémentaire en France. Ce qui pourrait jouer en France plus, c'est plutôt l'utilisation de microcentrales locales. Ça, il y a un certain potentiel, là, mais pas de grosses... Si c'est ça auquel vous pensez, c'est assez intéressant de le faire et de le développer. Mais maintenant, EDF l'accepte, ce qui n'était pas le cas il y a... Oui, voilà, donc je suis d'accord. Et ça, c'est intéressant parce que c'est de l'énergie locale. On fait tourner les questions, allez-y. On va prendre encore quelques questions avant de terminer. On vous écoute. Ça a été un petit peu abordé, mais vous disiez que globalement, apparemment, au niveau politique, tout le monde était d'accord sur cet état de fait et le fait qu'il faille faire quelque chose. D'après les échanges que vous avez et ce que vous entendez, quels moyens, est-ce qu'il y a vraiment une influence du politique sur ceux qui ont le pouvoir économique et en termes d'investissement? Et est-ce qu'il y a un moyen de pression et d'influence suffisant pour que ça bouge? Et une deuxième question qui n'a rien à voir, si on n'arrive pas à diminuer et à freiner vraiment le réchauffement climatique, quel type d'espèces, est-ce qu'il y a un nombre significatif d'espèces qui auraient des chances de survivre? Oui, quand même, j'espère qu'il y aura pas mal d'espèces qui auraient des chances de survivre, mais... Espèces humaines? Oui, je redis que même 5 degrés de plus, il y aura encore des endroits sur cette planète où il fera bon vivre, moins qu'aujourd'hui, s'il y a 1 mètre d'élévation du niveau de la mer. Oui, ça sera, disons, ça sera quand même... je ne crois pas que ce soit la fin du monde, mais disons, pour certaines espèces, oui, la perte de biodiversité est quelque chose. Quand on parle de 6e extinction, c'est en dehors, généralement, les spécialistes de biodiversité parlent de 6e extinction sans réellement inclure le problème du réchauffement climatique dans leur évaluation. C'est ça qui me fait froid dans le dos, parce que le réchauffement climatique important, là, ça sera, disons, ça risque vraiment d'accélérer. On voit bien. Bon,
Alors, si vous voulez, des espèces, mais on voit ça déjà dans l'océan, il y a des espèces qui se déplacent, on voit peut-être mieux dans l'océan, mais si la capacité de déplacement d'une espèce est inférieure à la vitesse de déplacement du climat, ça sera très difficile. Donc, alors la première question, du coup... L'influence sur les politiques. Quelle pression, quel moyen de pression? Non, c'est bien le problème, vous avez raison. Le problème vous voyez bien que, par exemple, sur toute l'industrie fossile est autour de multinationales qui ont, je dirais pas qu'elles n'en ont rien à foutre, mais enfin, disons, c'est pas Emmanuel Macron qui dit à Pouyanné ce qu'il doit faire. Enfin, soyons clairs. Alors en France, c'est un peu ça. PDG de Total. PDG de Total. Donc, voilà, donc oui, c'est un peu le problème. Donc les pays, ils peuvent quand même, disons, je pense que le rôle d'un gouvernement, c'est de faire des lois et de les faire respecter. Dans le cas de la France, il y a une loi de transition énergétique, il faut aller très bien, mais il faudrait qu'on puisse la respecter. Voilà, donc, une question, on vous écoute. Oui, bonjour. Je suis agriculteur et je pratique des TCS sur mon exploitation. Et le problème, c'est que ça implique l'utilisation de glyphosate. Excusez-moi, mais quelle est votre question? Quelle est la question? Quelle est votre question? Alors, c'était juste une remarque. Non, le sans-labour. Non, attends, la question. Alors, le sans-labour qui est du glyphosate, forcément? C'est ça l'idée? Oui, en semi-direct, oui. Parce que je pratique. Enfin bon, je ne suis pas spécialiste. Sans travail du sol du tout. Je veux bien croire. Le but, c'est de stocker justement le maximum de carbone. Oui, c'est ça l'objectif. J'ai fait partie d'un groupe pilote concernant la transition énergétique. Et donc, on a mis en place des essais. Et le problème, c'est que on a plusieurs leviers sur l'exploitation, parce que j'ai des bovins. Donc, j'ai mis en place plus de pâturage. Et en ce qui concerne les cultures, le levier le plus efficace, c'est le TCS, et même le semi-direct. Et le semi-direct, il implique le glyphosate. Donc, est-ce qu'on lance un débat sur le glyphosate? Ton avis pour le... C'était pas le but, mais c'est simplement dire qu'il y a tellement de leviers sur l'exploitation, c'est difficile à mettre en place. Moi, je me sens très concerné, parce que j'ai des enfants, et le problème, c'est que on sent un peu des émissaires. Non, mais j'admets très bien le commentaire. Je ne suis pas suffisamment, disons, spécialiste pour apporter quelque chose, mais je vois bien qu'il y a un vrai problème. Mais je pense qu'il faut quand même aller de l'avant et que le monde agricole, je vous félicite d'y participer en tout cas, bien sûr. Question. On va prendre les dernières questions. Bonjour, on entend beaucoup parler du phénomène d'emballement à l'échelle de 10 ans. Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dessus ou pas? Oui, enfin bon, sur l'emballement, alors qu'est-ce qui peut... Bon, alors quand on parle d'emballement, on parle de 2 ou 3 phénomènes plutôt... disons, de phénomènes, on parle d'emballement lié à la fonte du permafrost, mais je vous ai dit à peu près ce qu'on sait actuellement, c'est que non, ce ne sera pas un emballement, ce sera, disons, un réchauffement plus important, un peu plus important, 10% plus important. Quand on parle d'emballement, on parle, par exemple, d'arrêt du Gulf Stream et de modification de la circulation océanique, mais il y a très peu de chances que, si ça survient, ça risque de survenir plutôt dans 3 ou 4 siècles, pas dans 10 ans. Ensuite, un autre problème, par exemple, qu'on évoque actuellement, c'est le problème des forêts amazoniennes. Il y a certaines forêts, c'est clair que s'il y a des sécheresses quelques années consécutives, eh bien, elles risquent effectivement de mourir sur place et donc de ne pas repartir. Donc c'est ce type de phénomène à seuil, mais il ne se passera rien de spécial dans 10 ans. Bon, bien sûr, l'emballement aussi, c'est le risque, et ça je vous en ai parlé assez rapidement, c'est le risque d'accroissement des événements extrêmes. C'est aussi des questions qu'on se pose, on les voit déjà, les cyclones deviennent plus intenses. Bon, sans faire d'attribution, on voit bien quand même que, je dirais malheureusement, tout se passe autour de nous comme on s'y attend en cas de réchauffement climatique. Et donc, plus d'événements extrêmes, c'est aussi plus de risques, plus de dégâts. Donc, voilà. Question. Oui, alors déjà bonsoir. Je voudrais revenir sur une chose de votre conférence qui parle du coup du réchauffement climatique et qui entraîne du coup la fonte des glaces. Je voudrais juste dire que du coup la fonte des glaces va créer un passage en Antarctique qui sera un détroit économique et mondial qui sera utilisé par, je pense, la Chine, l'Europe, l'Amérique et la Russie.
Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous demander comment est-ce que vous pourrez arriver sur les grandes entreprises, car si nous faisons quelque chose pour la Terre, ça ne sera pas vraiment grand-chose, une personne sur 7 milliards, tandis que si les grandes économies et les grandes entreprises du monde arrivaient à se réunir pour faire quelque chose pour l'écologie, franchement, comment aller vers eux, comment est-ce que notre message pourrait arriver à ses oreilles et comment stopper le chaos que nous avons créé nous-mêmes? Oui, donc d'abord, le point que vous mentionnez est tout à fait exact. On parle de l'ouverture du passage du nord-ouest au nord du Canada, du nord-est au nord de la Sibérie. Disons, effectivement, les Chinois sont très intéressés parce que c'est, disons, les Chinois qui vont vers, disons, en Europe, ça raccourcit d'à peu près d'un tiers, disons, le transport. C'est une des choses peut-être bénéfiques du réchauffement climatique, mais bon, le vrai problème, alors comment on peut faire pour, disons, par rapport aux grandes entreprises, bon, moi je pense que l'économie étant telle qu'elle est, on est dans un monde capitaliste qu'on ne peut pas changer, la seule solution, c'est effectivement de donner un prix au carbone qui fait que, effectivement, l'économie, de toute façon, disons, il sera plus intéressant, effectivement, d'investir dans le renouvelable disons, que de rester sur le modèle actuel. Il faut absolument, disons, l'économie restera toujours l'économie et on attendra toujours des entreprises qu'elles gagnent de l'argent pour créer de l'emploi aussi d'ailleurs, hein, c'est bien ça qui est à la clé. Et la seule façon, eh bien, je pense que si on n'arrive pas à donner un prix au carbone, ça sera très difficile d'emmener le monde économique dans le bon sens. Question. Bonsoir monsieur, je suis lycéen au lycée agricole et j'aimerais revenir sur la question de l'agriculture parce que j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup d'agriculteurs qui mettent en place la technique du non-sol nu, c'est-à-dire qu'il est toujours couvert. Et est-ce qu'il serait possible d'évaluer ce stockage de carbone et donc de le rémunérer à l'agriculteur en pensant comme à l'image de la PAC, la politique agricole commune? Oui, eh bien, ça serait l'intérêt, je suis bien d'accord, que la seule, enfin, il faut que, d'un point de vue économique, il faut que les techniques, enfin, disons, les attitudes vertueuses, stocker du carbone, soient rétribuées, c'est bien l'idée. Donc tout cela, c'est possible si on donne un prix au carbone. Si on donne un prix au carbone, on pourrait tout à fait imaginer que le monde agricole qui stocke vraiment du carbone et qui le fait soit rétribué pour cela. Oui, c'est bien, ça serait bien l'idée, bien sûr, parce que c'est pareil. Disons les entreprises qui stockent le CO2 ou qui font du piégage et stockage du CO2, ils ne vont pas le faire si on ne les rétribue pas. Donc oui, bien sûr, il faut trouver un mécanisme, disons, qui fasse que économiquement ça soit viable. Tout à fait. Question. Alors, avant ma question, je fais une petite parenthèse. Il y a comme l'agroécologie qui arrive à se passer très facilement du glyphosate. Ceci dit, est-ce qu'on a On va faire un autre débat. Ceci dit, est-ce qu'on a une idée qui est plus énergivore, l'urbain ou le rural? C'est clair, 80% des émissions de gaz à effet de serre sont dans les villes en France. Donc ça peut répondre à... 95% des émissions de gaz. 80, je crois. 80% des émissions de gaz. 70 ou 80% sont dans les villes. Par contre, on n'entend pas. Oui, c'est là, merci pour la réponse. Pardon, oui. Mais excusez-moi. Allez-y, Edmond. Allez-y. Mais comment ça se fait que tous les économistes de tout poil nous disent vive la ville et on développe les villes absolument à outrance? Justement, il faut développer des villes aussi plus intelligentes, avec des transports en commun, avec, bien sûr, c'est aussi important, les villes sont trop énergivores actuellement en général. Tout à fait. Si on mettait les villes à la campagne, voilà, c'est l'idée. Je vous ai bien compris. Oui, bon, alors on peut parler des villes à la campagne, mais alors ça n'a pas été complètement un succès. Les villes nouvelles, c'est ce qui a été dans l'idée des hybrides. Il y a eu des villes nouvelles en France. C'est pas non plus. Je pense qu'on peut mieux faire. On va prendre les dernières questions. Monsieur et messieurs. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est exactement le Grenelle de l'environnement? Oui, si, alors. Si, je peux. Donc, le Grenelle de l'environnement, c'est une initiative
lancé par Nicolas Sarkozy sur une idée quand même de Nicolas Hulot. On est en, je me souviens, je crois, en avril 2007, Nicolas Hulot fait signer le pacte écologique. Moi j'y étais, c'était au théâtre, enfin au musée des Arts Premiers, du Quai Branly. C'était très prenant de voir les 10 candidats à l'époque à la présidentielle signer le pacte climatique de Nicolas Hulot. Et donc Sarkozy arrive, Nicolas Sarkozy arrive et dit effectivement, je ne vous dis pas ce que je ferai, mais je ferai quelque chose, c'est suivez-le. Et la première réunion qu'il a faite après son intronisation, c'était un samedi, son intronisation, il venait de rentrer de yacht de Bolloré. Non, mais c'est vrai, on peut raconter l'histoire. Le lundi, donc il était à cette réunion, donc le lundi, il fait une réunion pour lancer le Grenelle de l'environnement. Et donc c'était au départ avec Alain Juppé, puis Alain Juppé a perdu ses élections à Bordeaux, il a été remplacé par Borloo, et c'est Borloo qui a pris le Grenelle de l'environnement. La spécificité du Grenelle de l'environnement, et c'est quelque chose qui a perduré, c'est très important, c'est que c'est l'idée d'organiser les décisions autour, disons un peu, à partir de discussions de collèges. Hein, les associations sont des associations, les collectivités, il y avait les entreprises, les syndicats étaient présents. Moi donc j'ai présidé avec Nicolas Stern, qui est un économiste britannique, mais il n'était pas souvent là, donc j'ai présidé le groupe. Il y avait 6 groupes de travail. Moi, j'ai présidé le groupe climat-énergie, justement, dont on parle aujourd'hui. Et ce qui est de remarquable en France, c'est la continuité des objectifs. L'objectif Vision par 4 en 2050 a été annoncé par Jean-Pierre Raffarin en 2003. Il a été repris par Nicolas Sarkozy et il a été repris par François Hollande dans la loi sur la transition énergétique. Et Emmanuel Macron, enfin Nicolas Hulot et Emmanuel Macron, ont remis une couche en annonçant. Donc il y a une remarquable continuité dans les objectifs. Et d'ailleurs, quand on regarde, comme j'ai vu à peu près tout de l'intérieur, quand on regarde les recommandations du Grenelle de l'environnement, on en retrouve beaucoup dans la loi de transition énergétique qui a été votée sous la mandature de François Hollande. Et Nicolas Hulot n'a qu'à appliquer. On n'a pas besoin de nouvelles lois. Il faut simplement qu'il applique cette loi. Mais c'est pas facile. Question. Oui, bonsoir. Pourquoi vous n'évoquez pas le poids de la population et tous les autres sous-entendus? Si, bien sûr. Alors, aussi, on peut parler de... Bien sûr, c'est un peu ce qu'on a dit sur le retour à, disons, non pas à l'âge de pierre, mais en tout cas au Moyen-Âge. La population est un des éléments, mais ce que je dis souvent, c'est que sur cette planète, il sera certainement plus facile d'assurer la sécurité énergétique de 10 milliards d'habitants que d'assurer, je pourrais développer pendant très longtemps, que d'assurer la sécurité alimentaire. Mais c'est clair que les émissions, même si on arrivait à faire zéro émission dans l'énergie, ce qui n'est pas simple de cet arrêt, de faire que du renouvelable, eh bien, la partie agricole est évidemment assez liée à la population humaine. C'est très clair. Alors, compte tenu de l'heure, je vous propose 2 choses. La première, c'est que nous continuions à discuter avec Jean Jouzel au cours d'un petit pot qui est prévu en bas et qui est proposé donc par PAE. Donc Jean reste là avec nous et on peut continuer à discuter avec lui, à lui poser des questions. Je suis accueilli par Alain et Leïla, donc je ne sais même pas où aller. Donc, voilà. Je peux pas partir. Ça, c'est une première chose, donc ça veut dire que vous êtes cordialement invité. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous trouverez, je pense, en fond de salle, la possibilité de, si vous le souhaitez, contribuer par un petit écho au développement de Perche Avenir Environnement, dont vous connaissez l'activité, et c'est symbolique, et en même temps, c'est important pour qu'une association à but non lucratif continue de fonctionner, donc c'est une chose importante. Et c'est moi qui vais poser la dernière question à Jean. Est-ce que parfois tu es découragé et qu'est-ce qui te motive encore? Oui, c'est un peu décourageant parce que, en gros, je dis, pour répondre à cette question, si on regarde le premier rapport du GIEC en 90, tout était dit. On parlait de réchauffement de 3 degrés au milieu du XXe siècle, d'élévation du niveau de la mer de 60 cm, et on en est toujours au même chiffre. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même prendre au sérieux. Et on est vraiment sur les trajectoires qu'on envisageait il y a 30 ans. Donc, c'est un peu décourageant. Il y a quand même des progrès, mais c'est trop lent. Mais de toute façon, il faut faire le maximum. C'est ça qui est clair. Qu'est-ce qui me motive? Eh bien, il faut faire le maximum pour
que le réchauffement climatique n'aille pas au-delà de 2 degrés, en tout cas, voilà, on ne peut pas tolérer, voilà, il faut faire le maximum de toute façon. Donc ce qui me motive, c'est que de toute façon, tout ce qui est fait dans le bon sens va aider à aller moins haut en termes de réchauffement. Bien sûr, il faut viser, il faut être ambitieux avec 2 degrés, voire 1,5 degré pour certains pays, mais il faut, si on baisse les bras maintenant, rien ne se passera, alors que c'est maintenant l'action qu'il faut la mettre. Parce qu'on sent par rapport à la différence par rapport à il y a 10 ans, même par rapport à Copenhague, par exemple, bien, la différence, c'est quand on parlait d'éolien, de solaire, de renouvelables, de voitures électriques, il y a 10 ans, c'était vraiment quelque chose, disons, on en parlait, mais c'était pas... Maintenant, c'est là. C'est ça la différence. C'est-à-dire que tous ces développements sont très proches de nous. Par exemple, je crois que c'est tout à fait possible en France. Il y a un objectif qui me semble réaliste, c'est de ne plus vendre de voitures à essence ou à diesel après 2040. Et tout ça, c'est des choses possibles. Et si on ne le dit pas, si on ne le redit pas, eh bien, je crois que ces efforts qui vont dans le bon sens, ce seront simplement pas faits. Et ça serait très regrettable. Au nom de toute la salle, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, merci Alain, et vous remercier tous pour vos questions. Alain mérite tous vos applaudissements et toute l'équipe de TAS.